Bonjour, bonsoir. C'est l'heure. On essaie de commencer à l'heure et de finir aussi à l'heure, c'est-à-dire dans 2 heures au plus tard. Je vais essayer de ne pas être trop long, hein. 1 heure maximum, ça me semble correct, quitte à être évidemment dans certains développements un peu rapides et schématiques, et en laissant le soin à la discussion pour revenir sur des demandes de précision ou des objections. Un petit rappel rituel. Nous attendons de vous, si ce n'est pas encore le cas, que vous adhériez à notre association pour la modique somme pour l'instant de 15 €, je crois, ce qui vous permet notamment de participer activement à la vie de notre association au moment des assemblées générales, avec un droit de vote, un droit de participer à la discussion sur la programmation de nos activités, notamment de nos conférences, et ce qui nous aide aussi à faire face à nos frais, les subventions ne suffisant pas. Et puis, c'est toujours plus prudent, par les temps qui courent, d'avoir des adhérents et de ne pas trop compter sur les subventions publiques. Voilà. Deuxième rappel, cette conférence que je vais vous faire s'inscrit dans le cycle Vie et mort des démocraties. Donc, je crois que cette année, il y a 7 ou 8 conférences sous cet intitulé. Il y en aura d'autres l'an prochain. Rassurez-vous, parce qu'on ne va pas épuiser le sujet, ni ce soir, ni avec les prochaines conférences. La prochaine, dès la semaine prochaine, d'ailleurs, c'est autour de l'Amérique latine, notamment de ce qui s'est passé au Brésil avec M. Bolsonaro et ce qui se passe actuellement en Argentine avec M. Milei. Donc je vous invite vraiment très chaleureusement à des travaux pratiques un petit peu la semaine prochaine par rapport au discours que je vais développer ce soir. J'ai l'impression que mon petit micro, enfin mon petit enregistreur fonctionne. Hein. Vous savez que maintenant nos conférences sont de manière privilégiée accessibles sur notre site sous forme audio. On a considéré que c'était un peu compliqué de faire des captations vidéo à chaque fois et que l'essentiel c'était d'entendre ce que disaient nos conférenciers. J'enlève ma montre pour l'avoir sous les yeux. J'ai réalisé que dans ce qu'on appelle dans notre jargon à l'UPPA les phrases d'accroche qui présentent les conférences, donc qui sont une petite présentation en quelques lignes du sujet de la conférence, j'avais indiqué que la crise des démocraties prenait principalement 2 formes depuis une vingtaine d'années. La première, les révolutions populaires citoyennistes, et la deuxième, c'est la montée des populismes, en particulier sous la forme des populismes de droite ou d'extrême droite. Je ne peux pas traiter les 2 volets, malheureusement, et il aurait été intéressant de revenir, peut-être qu'on programmera ça plus tard, sur ces fameuses révolutions citoyennistes qui sont peut-être, par les temps qui courent, un peu plus excitantes à réfléchir, mais dont vous savez qu'aucune d'entre elles n'a débouché sur un changement, on va dire, progressiste ou de gauche des régimes politiques. C'est une énorme question. Pourquoi ? Comment ? Y compris tout près de nous, une des premières révolutions citoyennistes, le mouvement des indignés en Espagne, qui a débouché très directement sur, et c'est là qu'on voit le lien entre les 2 sujets, révolution populaire, révolte populaire porteuse de 2 grandes revendications finalement, plus de démocratie, départ des corrompus, départ des élites, de la caste, etc., et plus de justice sociale, eh bien, ce mouvement des indignés a donné naissance à un mouvement, un des rares mouvements qui se revendique du populisme de gauche, sur lequel je vais dire un mot, Podemos, qui est un peu une version frère ou sœur de la France insoumise, qui se revendique aussi, en tout cas dans un premier temps, très clairement du populisme de gauche. Eh bien, ce mouvement Podemos, après une percée remarquable, est tombé à un niveau électoral très bas. Voilà, on devrait aussi, je crois, réfléchir sur ce genre de difficultés. Alors, j'ai intitulé ma conférence « Pourquoi les populismes ?» parce que j'avais lu l'an passé
un livre de Pierre Rosanvallon qui s'appelle « Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique », paru au Seuil en 2020, c'est-à-dire il y a 4 ans, il n'y a pas très longtemps, mais qui est, à ma connaissance, le premier essai de pensée systématique de ce que sont les populismes aujourd'hui, pour essayer de sortir d'un flou quand on utilise ce mot, sans trop savoir de quoi l'on parle. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2023, est sorti un deuxième livre qui me semble complémentaire du premier. C'est un livre d'un collègue sociologue, Alain Caillé, qui dirige une revue qui s'appelle La Revue du MOS, Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et qui s'inspire beaucoup de la théorie du don du grand anthropologue Marcel Mauss. Donc Alain Caillé, qui est aussi un des fondateurs d'un courant théorique et politique qui s'appelle le convivialisme, que je vous invite aussi à découvrir, eh bien Alain Caillé a publié un livre qui s'appelle « Extrême droite et autoritarisme partout, pourquoi ?» qui, à mon sens, est complémentaire au premier. Le sous-titre de ce livre, c'est « La démocratie au risque de ses contradictions ». Ça, c'est un point commun entre les deux livres. C'est deux livres qui se posent la question de finalement, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur quelles sont les contradictions qui sont au principe de l'idéal démocratique pour comprendre toute une série de déformations ou d'inversions de la démocratie telle qu'on a pu la connaître en particulier dans les pays occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale. La notion de populisme est plus englobante que celle d'extrême droite ou de régime autoritaire. Mais c'est bien sur ce même phénomène que je propose de réfléchir. Vous le savez tous, c'est les régimes autoritaires qui s'écartent peu ou prou du modèle de la démocratie libérale, dont je vais rappeler les traits, ont le vent en poupe. Les exemples s'accumulent dans l'actualité, malheureusement. Entre l'élection de Trump aux États-Unis il y a très peu de temps, ou la poussée hier, encore une fois, de l'extrême droite en Roumanie. Alors, la démocratie libérale classique, c'est quoi? On peut la définir par 3 choses. La première, ce sont une série d'institutions démocratiques qui tournent autour de la liberté de penser, le pluralisme de la presse, le pluralisme des partis, des élections libres, en tous les cas formellement libres, le respect des droits humains, la séparation entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça, c'est le volet institutionnel. Mais c'est aussi une culture démocratique faite d'acceptation du débat, de l'alternance des partis au pouvoir, de l'acceptation de la contestation possible des autorités en place. Et puis il y a une conception encore plus exigeante que je cite au passage d'un auteur que je ne connais pas plus que ça, mais qui est cité par Alain Caillé notamment, Michael Walzer, où il va jusqu'à parler d'art de la séparation. Mais c'est une idée très intéressante. Je viens de parler de la séparation des pouvoirs, mais lui, il va plus loin en généralisant cette théorie de la séparation et en disant l'excellence dans un domaine d'activité ou de vie ne doit procurer aucun avantage dans les autres sphères. Donc voilà, tout simplement, on a un indice de la crise de la démocratie quand se multiplient les conflits d'intérêts, ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. C'est-à-dire, par exemple, des ministres qui se retrouvent être en position de décision politique alors qu'ils ont, par le passé ou actuellement, ils sont engagés dans des activités qui ont un rapport avec leur domaine de compétences politiques. Alors, du livre de Rosanvallon, je vais retenir 3 principaux points. Donc, je ne parle pas de l'ensemble de son livre que je vous recommande, qui est très très riche. Sa définition du populisme en quelques points. Sa réflexion sur les contradictions de l'idéal démocratique qui font que la démocratie n'est jamais un régime politique stabilisé. Il est toujours le reflet, il est toujours en proie à des tensions, à des contradictions qui font qu'il bouge dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et puis le 3e point chez Rosanvallon, c'est sa critique de la généralisation du référendum. C'est un des points de discussion critique
de la vision populiste de la démocratie qu'il développe, qui me semble très intéressant. Puis c'est un sujet qui est venu dans l'actualité politique en France, notamment poussé par le mouvement des Gilets jaunes. Alors pour Rosan-Vallon, ce qu'il appelle l'anatomie du populisme repose sur 5 éléments. Le premier, c'est peut-être le plus important, c'est dans le mot même de populisme. Les populismes se réfèrent au peuple comme figure centrale. La notion de démocratie elle-même repose sur cette notion de peuple. Je recite la célèbre définition d'Abraham Lincoln, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, rien que ça. Mais la notion de démocratie classique, on va dire, doit assumer une ambiguïté très importante sur ce qu'est le peuple. On pourra bien sûr en discuter. On en avait déjà discuté, je pense, à propos d'un certain nombre de contributions à nos conférences, comme celle d'André Coulbert, comme celle de Samuel Hayat. Le peuple, ça peut être deux choses différentes, qui ne se superposent pas forcément. Le peuple civique, le peuple des citoyens, au nom du peuple français, la République, etc., on vise là l'ensemble des citoyens qui, juridiquement, ont le droit d'exercer leur citoyenneté, en particulier par le vote. C'est une première acception de la notion de peuple. Mais vous savez bien que le peuple a une autre signification, c'est le peuple social, c'est-à-dire le peuple au sens de la plèbe, le peuple au sens du populaire, celui qui est divisé en particulier entre le peuple populaire et ses dirigeants, les élites, les dominants. Donc il y a une tension fondamentale, je crois qu'il faut assumer, entre ces deux pôles de la signification de peuple, et vous allez voir que c'est bien là que le problème va se poser, parce que pour le populisme, ces deux peuples coïncident. Le populisme veut confondre le peuple des citoyens avec le seul peuple idéalisé, le peuple social idéalisé, le peuple populaire, seul légitime comme peuple politique. Tout le travail du populisme, y compris d'une certaine manière du populisme de gauche dont je vais dire un mot, c'est de scinder, c'est de cliver le nous populaire du eux, les élites, les dirigeants, les néfastes. Alors le deuxième point, c'est le privilège d'une vision de démocratie directe et immédiate. Il y aurait une volonté populaire et une volonté générale évidente, unanimiste, dont l'expression n'a pas à s'embarrasser de contradictions, de confrontations entre points de vue différents. Les partis ne sont pas indispensables, les médias non plus, les autorités juridiques indépendantes non plus, et l'outil central d'expression du peuple, c'est le référendum, y compris sous sa forme plébiscitaire, qui va soutenir, qui va donner l'adhésion populaire, par exemple, à un leader charismatique. D'où l'intérêt de revenir sur cette question du référendum, avec son intérêt et ses limites, voire ses dangers. Le troisième point qui définit le populisme, c'est une modalité de représentation, celle de l'homme-peuple. C'est le fameux leader charismatique qui, à lui seul, va incarner le peuple. Comme je viens de le dire, le peuple n'a pas besoin d'expression pluraliste au travers de partis. Il s'incarne, il se représente de manière incarnée dans un leader qui exprime toutes les qualités populaires, le leader charismatique. Comment ? Oui, alors est-ce que vous voulez rentrer dans la discussion tout de suite ? Là, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc, je préfère noter cette remarque intéressante. Et il y a effectivement, et ça n'a pas toujours été le cas, des leaders et il y en a pas très loin d'ici, notamment du côté de l'Italie, sur laquelle nous allons faire une séance l'an prochain. Il y a des leaders féminins, et puis nous en avons chez nous. Je ne donne pas de nom. Il y a aussi, quatrième point, une politique et une philosophie de l'économie qu'on peut définir comme le national-protectionnisme. Partant du constat que le marché et les institutions supranationales
dépossède le peuple de sa souveraineté, il faut viser un protectionnisme pour défendre une supposée identité, notamment une identité nationale, et le sentiment d'égalité que flatte le populisme se nourrit de quoi? De la nécessité d'affirmer la distance aux indésirables et aux ennemis. Ça peut être les nations voisines, ça peut être l'ennemi intérieur, l'immigré notamment, qui est à l'intérieur de nos portes. Cinquième caractéristique, et on en termine là, après on peut discuter de la diversité du phénomène historique et géographique du populisme, mais le cinquième point aussi très important, c'est la mobilisation des passions et des émotions. Alors que pendant très longtemps, on a valorisé dans la démocratie le débat rationnel, la mise à l'écart des émotions et des passions populaires toujours dangereuses. Là, au contraire, le populisme va valoriser ces émotions dont Rosan Vallon nous dit que ce sont à la fois des émotions de position, c'est-à-dire qu'une situation, une position qui conduit à un sentiment d'abandon et de mépris conduit à des émotions comme par exemple cette émotion centrale sur laquelle on va revenir, le ressentiment. Et puis des émotions d'intellection, c'est-à-dire des émotions qui permettent de comprendre et de donner sens à sa position menacée dans le monde, qui permettent de rendre un monde illisible lisible. Et là, vous avez tout ce qui tourne autour des émotions complotistes. Le modèle du complot, c'est bien le modèle qui permet de donner une explication simple, une compréhension simple, une intellection simple à un monde devenu illisible, mais dans lequel on peut désigner finalement des méchants. Et là, ça va toucher avec la structure paranoïaque mobilisée par à la fois les leaders et les suiveurs du populisme. Et puis, troisième type des émotions, les émotions qui poussent à l'action. Les émotions peuvent très bien pousser à l'action, par exemple quand on descend dans la rue pour dire « dégagez », qu'ils dégagent tous, ou qu'on passe à l'action pour faire des pogroms, ou pour s'attaquer à des personnes d'origine étrangère à cause de leur faciès. Donc, émotions qui poussent à l'action sous des visages de la haine, et de la haine collective contre un ou plusieurs boucs émissaires. Alors, à partir de là, on peut broder sur la diversité historique et géographique des populismes. Rosan Vallon distingue une atmosphère populiste, des mouvements et des régimes populistes, et le populisme de droite et de gauche. Alors, je vais quand même faire un tout petit développement sur le fameux populisme de gauche. Bien que je l'ai dit au début, mon propos vise principalement ce qui est hyper dominant, c'est des populismes qui tirent vers la droite ou l'extrême droite. Mais il existe un populisme de gauche et qui a été théorisé par des chercheurs qui sont des philosophes venus de Marx, qui se définissent comme des post-marxistes, que sont Ernesto Laclau, un Argentin, qui est décédé depuis un certain temps, et sa compagne Chantal Mouffe, une des dernières références de Chantal Mouffe, qui se lit très bien, que je vous conseille de lire, c'est Pour un populisme de gauche, chez Albin Michel, en 2018. Alors, le projet de ce populisme de gauche, il faut bien quand même le distinguer du populisme de droite, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il a en commun, qu'est-ce qu'il a de populiste en commun avec le populisme de droite. C'est simplement le projet de construire un clivage qui ressemble en partie au clivage construit par les populismes de droite ou d'extrême droite, c'est-à-dire un clivage entre le haut et le bas, entre le peuple et ce qui va être là plutôt désigné comme la caste, plutôt que les élites ou le système. Mais c'est la seule caractéristique commune qui rapproche les deux populismes, puisque là, on ne trouve pas deux choses très importantes dans le populisme de droite, qui est la désignation de boucs émissaires plutôt vers le bas du peuple, en particulier les immigrés. On ne trouve pas ça dans le populisme de gauche, et que c'est quand même très très important. Et deuxièmement, il y a quand même moins, pour le moins ou pas,
la survalorisation de l'identité nationale et du repli sur une identité nationale. Et troisièmement, il n'y a pas le mépris de la culture et le mépris de la réflexion intellectuelle que vous trouvez dans les populismes de droite. Donc voilà, en quelques mots, ce qui rassemble et ce qui distingue radicalement le populisme de droite et le populisme de gauche. Après, on pourra discuter longtemps pour savoir si cette perspective populiste de gauche est une réponse pertinente et efficace à la montée des populismes dominants de droite et d'extrême droite. Débat très intéressant sur lequel d'ailleurs je n'ai pas forcément de réponse. Alors, ensuite, il y a un deuxième aspect que je vais reprendre du livre de Ranzan-Wallon, c'est sa réflexion historique. Vous savez que le populisme n'est pas né d'aujourd'hui. Les premières formes de populisme naissent en gros à la fin du XIXe siècle, notamment en Russie, le populisme russe, aux États-Unis, le populisme aux États-Unis, qui aux États-Unis se développe contre une énorme corruption des élus, notamment des élus locaux, donc déjà contre certaines dérives de la démocratie libérale classique. Et puis surtout, l'inspiration historique principale, enfin les principaux phénomènes historiques qui s'incarnent dans le populisme se passent en Amérique latine. C'est pour ça que la séance de la semaine prochaine est très importante, pour clarifier les choses un peu plus. Pratiquement la plupart des pays d'Amérique latine ont connu au XXe siècle des mouvements et des régimes populistes qui sont définis ainsi parce qu'ils sont aussi difficiles à classer, à identifier pour un Européen, notamment difficiles à classer dans notre principale grille de distinction des mouvements politiques depuis la Révolution française, nous Français, et puis c'est valable pour toute l'Europe occidentale, gauche-droite. Ben non, ces mouvements, ces régimes sortent d'un clivage clair entre la gauche et la droite. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, le régime péroniste en Argentine, M. Perón était très proche de Mussolini, d'un certain côté, et de l'autre côté, il met en place, après la Seconde Guerre mondiale, un État social avec des conquêtes sociales pour les ouvriers en particulier, très très importantes, sécurité sociale et autres. Reconnaissance d'un syndicalisme, un syndicalisme relativement intégré à l'État, certes, mais reconnaissance d'un syndicalisme, et surtout porté en Argentine par Isabel Perón, la femme de Juan Perón. Mais vous vous promenez aussi à cette époque-là, dans les années 50-60, au Brésil, au Mexique, etc. Partout, vous retrouvez cette constante de régimes qui sont difficiles à classer pour nous, qui reposent sur un leader, une forte personnalité, un leader généralement masculin, là, et qui contrôle quand même assez étroitement la vie sociale, la vie politique, mais qui donne un certain nombre de droits sociaux au peuple. Vous voyez, on pourrait le dire en quelques mots. Alors, chez nous, en France, il faudrait parler du bonapartisme, de Napoléon III en particulier, de ce qu'on appelait le césarisme, avec quand même un régime qui laisse peu de place, c'est le moins qu'on puisse dire, au parti, à la liberté de la presse, etc., et qui s'incarne dans un personnage fort, Napoléon III en l'occurrence, et puis avec quelques manifestations fin XIXe siècle de velléités populistes en France avec le boulangisme. Vous savez, le général Boulanger qui va surfer sur une crise économique assez importante à la fin du XIXe siècle et qui va proposer finalement de rogner un certain nombre de libertés récemment conquises par la Troisième République pour instaurer un pouvoir fort et pour mettre dehors les étrangers. Et le tout s'articulant, j'imagine, je connais mal cette période, je connais mal le général Boulanger, mais avec une époque de très fort antisémitisme en France, puisqu'on est à la veille de l'affaire Dreyfus. Donc la logique de désignation de bouc émissaire quand
La situation économique et la situation politique est problématique. Alors la situation politique, ça va être notamment la crise du parlementarisme, ça va être la critique du parlementarisme, de la corruption des parlementaires. Ces élus qui échappent au peuple, qui ne ressemblent pas au peuple, qui sont des bourgeois. Et vous allez trouver aussi dans le mouvement ouvrier naissant, fin du 19e, début 20e, une très forte critique du parlementarisme, de ce que la gauche radicale va appeler le crétinisme parlementaire, c'est-à-dire cette idée que les élus s'enferment dans des logiques où domine la corruption et échappent complètement au contrôle populaire. Ça, c'est une critique de gauche, et pas seulement une critique de droite. Le parlementarisme va toujours faire l'objet, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, d'une critique légitime de gauche et d'une critique de droite, disant finalement, pourquoi pas se passer du Parlement, parce que le Parlement, c'est donc la démocratie de représentation, la démocratie indirecte, sur laquelle on va revenir. Ça va à peu près, je suis à peu près dans mes temps. Alors, à la base de tout ça, il y a un certain nombre de contradictions fondamentales de tout régime démocratique, de tout idéal démocratique, que Pierre Rosanvallon va lister et sur lesquels va revenir aussi Alain Caillé. La question du peuple introuvable. C'est la question de la figuration et de l'expression de ce qu'on appelle le peuple souverain, cette puissance anonyme et commandante qui a toujours été discutée. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a forcément un écart entre le peuple au sens du corps civique des citoyens, qui fait nécessairement un, on dit au nom du peuple français, et tous les partis politiques se revendiquent du peuple, un et indivisible. Et en fait, on sait, de l'autre côté, il y a aussi derrière un peuple social très divisé. Et d'ailleurs, les partis ont longtemps été une expression assez fidèle de la division des classes. Droite-gauche, en gros, c'était à droite les privilégiés, à gauche les ouvriers. On est sorti de ce modèle, vous le savez. Mais voilà, il y avait donc une prise en compte explicite dans la forme démocratique des partis de cette division du peuple. La deuxième contradiction, c'est la question des équivoques de la démocratie de représentation. La souveraineté du peuple ne pouvant s'exercer directement, en tous les cas dans un espace comptant plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de citoyens, le peuple ne peut prendre forme concrète que médiatisé et instrumentalisé par des procédures de représentation, avec cette ambiguïté majeure. La représentation est-elle un simple artifice technique contraint matériellement par cette dimension excessive de la population, du peuple civique, ou est-ce que c'est une forme spécifique, originale et positive? Alors, certains, au moment de la naissance de la démocratie dite bourgeoise, on va dire, qui se sont toujours méfiés confère la durée extrêmement longue pour que le suffrage universel masculin s'impose. Vous savez que pendant très longtemps, le suffrage masculin lui-même était censitaire, donc il fallait avoir un minimum de richesse pour avoir le droit de s'exprimer. Donc il y a une peur du peuple. Et vous savez que le suffrage universel, quasiment universel, on va dire, sans poser la question du droit de vote des immigrés, c'est avec la reconnaissance du droit de vote aux femmes, non pas par le général de Gaulle, mais par les luttes de femmes pour la revendication du droit de vote tout au long du XXe siècle. Donc, est-ce que c'est ce vote le moyen de dégager une sorte d'aristocratie élective, les meilleurs, ceux qui le méritent, ceux qui vont avoir la bonne distance par rapport aux intérêts matériels quotidiens, des spécialistes de l'intérêt général, des notables, des intellectuels? Est-ce que ça va être ça, le but de la démocratie de représentation, ou est-ce que ça va être au contraire un moyen d'élire des gens qui ressemblent le plus au peuple, au sens social, au peuple populaire? C'est donc, vous le savez, aussi une très belle contradiction devant laquelle on est très très fortement aujourd'hui, et évidemment la crise de la démocratie et l'appel au populisme a à voir avec le fait que
nos représentants représentent très mal aujourd'hui le peuple. Autant on a fait un progrès dans la représentation paritaire de sexe ou de genre, autant on continue à reculer sur la représentation sociale. Très très peu d'ouvriers, très peu d'employés parmi nos parlementaires, et évidemment ça a des effets corrosifs redoutables. Alors, autre contradiction, je crois que c'est la troisième, c'est la question de l'impersonnalité. Les révolutionnaires en 89 étaient très attachés à la collégialité. Ils craignaient la personnalisation du pouvoir. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. C'est compliqué, la collégialité, et puis on a eu Bonaparte. On a eu Napoléon Bonaparte, pour le dire en quelques mots. Et puis, quatrième contradiction, c'est quoi l'égalité ? Puisque, en fait, dans l'idéal démocratique, il y a un idéal d'égalité et de liberté. Mais quelle égalité ? Question philosophique, question sociologique, question politique essentielle. A-t-on en vue l'égalité des chances ou l'égalité des conditions ou des positions ? A-t-on en vue comme horizon la réduction des hiérarchies et des dominations, ou a-t-on en vue le maintien d'un système hiérarchique inégalitaire, et vous le savez de plus en plus inégalitaire, avec simplement la reconnaissance du droit pour chacun de viser le sommet. Ce n'est pas du tout la même conception de l'égalité. Tirée jusqu'au bout, chacune des conceptions de l'égalité peut devenir mortifère. Viser l'égalité des conditions tout de suite et maintenant, c'est-à-dire un égalitarisme foncier, ça peut conduire, et ça conduit nécessairement à l'affaiblissement d'un certain nombre de libertés, mais abandonner l'horizon d'une réduction des inégalités de conditions pour se contenter de l'égalité des chances, ça donne ce qu'on constate depuis le triomphe du néolibéralisme, c'est-à-dire la montée des inégalités et le côté purement formel de l'égalité, et sur laquelle, problème sur lequel va revenir Alain Caillé en montrant toutes les frustrations, tous les malheurs, tous les sentiments d'humiliation que provoque cette dissimulation de l'objectif d'égalisation des conditions par la simple revendication d'égalité des chances. Alors voilà, à partir de ces contradictions dont il faut être conscient, on a vu dans l'histoire dériver la démocratie vers trois modèles que Rosan Vallon appelle la démocratie minimaliste, dont le seul but est d'empêcher la dictature. Le seul rôle confié au peuple, c'est de sélectionner les meilleurs. C'est un peu la formule de Churchill. C'est la moins mauvaise des formules, la démocratie. C'est le moins pire de tous les systèmes politiques. Les entrepreneurs politiques, entre guillemets, sont qui ? Sont des notables. Les partis, en fait, confisquent la souveraineté populaire. L'argent devient une ressource essentielle de la démocratie. Et la démocratie est réduite à une oligarchie démocratique dont la plupart des régimes politiques occidentaux donnent une bonne approximation, peut-être avec la caricature des États-Unis, où l'argent quand même fait énormément à la place du peuple. Le deuxième modèle, c'est la démocratie essentialiste. Alors là, c'est l'autre extrême, on va dire, qui vise un ordre social communautaire, qui annihile la séparation, qui fait disparaître la distinction entre la société civile, l'ensemble des citoyens, et la société politique, c'est-à-dire l'État, avec cette volonté d'instaurer une communauté de vie et de travail unitaire, égalitaire et fraternelle, éliminant les conflits et les divisions. Et la version stalinienne du projet communiste a donné une bonne image de cette démocratie essentialiste. Ça va d'ailleurs déboucher dans un instant sur l'importance de la réflexion d'Alain Caillé sur la question du totalitarisme qui n'est pas close. Cette question finalement du poids qu'ont occupé jusqu'au
au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de régimes qui se définissaient comme antagonistes et qui se sont fait la guerre, mais qui avaient quand même un certain nombre de caractéristiques communes suffisamment fortes pour que Hannah Arendt parle de totalitarisme. Et donc Alain Caillé va reprendre la réflexion sur les totalitarismes, on va dire de gauche et de droite, de type stalinien et de type fasciste ou nazi, pour se demander si on n'est pas aujourd'hui devant la montée d'un totalitarisme à l'envers, il va l'appeler, qui est en fait le néolibéralisme extrémiste. J'y viens dans un instant. Donc démocratie minimaliste, démocratie essentialiste. Et puis le troisième modèle, c'est précisément la démocratie qu'il appelle polarisée, celle des populismes, avec un mécanisme de simplification et de radicalisation qui conduit à une polarisation et généralisation du cadre et des modalités de l'activité démocratique. Alors avant de passer à la pensée d'Alain Caillé, quand même, une petite discussion sur le référendum, mais je ne vais pas avoir le temps de développer de manière suffisamment précise la critique de Rosan Vallon, et qui est quand même très très forte, parce que là, vraiment, en lisant ce qu'il racontait sur le référendum, ça m'a ouvert les yeux sur les limites du référendum. Parce qu'évidemment, la critique du référendum peut être une critique de droite, disant le moins souvent le peuple a la parole, le mieux c'est. Hein. Mais il y a une critique aussi démocratique du référendum qui est possible. Parce que, et notamment, c'est le premier point de sa critique, le référendum tend à dissoudre la notion de responsabilité. Parce qu'un pouvoir démocratique doit être responsable devant les citoyens. Le principe démocratique n'est pas seulement de l'ordre d'une délégation de souveraineté nécessaire, mais il a une dimension de réflexivité. La souveraineté peut ainsi s'exercer de manière continue et indirecte. Quand il prend une décision lui-même, le peuple ne peut pas se retourner contre qui que ce soit. Et on a un très bon exemple avec le Brexit. Le peuple vote pour le Brexit à 51%, et après, s'il regrette son choix, qu'est-ce qui se passe ? Il est privé de toute intervention possible dans ce qui suit. Il y a une forme d'irréversibilité, hein, parce que les personnalités qui ont animé la campagne du Brexit n'étaient plus là pour rendre des comptes, tout simplement. Ils n'étaient, eux, responsables de rien. Voilà, première réflexion sur la notion de référendum. La deuxième réflexion, et puis je m'arrêterai là sur le référendum, c'est la distinction entre décision et volonté. D'abord, pour des raisons techniques, on ne peut pas banaliser le référendum, mais avec Internet, les obstacles techniques sont moins lourds que par le passé. Mais cela pourrait conduire à la généralisation du recours à des référendums à des décisions contradictoires et à la paralysie, soit par versatilité des électeurs, soit surtout par addition de décisions spécifiques, sans cohérence d'orientation propre à une volonté. C'est effectivement l'élection de représentants qui inscrit l'action politique dans la durée d'un mandat, donc dans la durée d'une réflexion, d'une délibération qui est squeezée par un référendum où il s'agit de répondre par oui ou par non à une question. Et on peut très bien se passer de délibération pour s'exprimer par oui ou par non. La délibération permet ainsi de dépasser le clivage rigide entre deux camps, d'aller vers la recherche commune du bien public, l'émergence de nouvelles solutions ou de compromis à somme positive. Le citoyen n'est pas seulement un électeur qui vote oui ou non, le citoyen est appelé à délibérer, à échanger, à construire du consensus, ou, quand ce n'est pas possible, du dissensus, mais à construire dans la délibération collective un point de vue construit. Hein. Ou est-ce que c'est des phénomènes sur lesquels on ne peut pas passer comme ça rapidement, hein, la question de la délibération collective, et ce sont des questions quand même qui, dans les associations, par exemple, ont beaucoup progressé, je trouve, depuis une vingtaine d'années, de manière beaucoup plus importante qu'auparavant. On cherche à éviter le vote majoritaire qui clive, oui ou non. Hein, et qu'on cherche à construire des majorités importantes, voire du consensus. Hein.
c'est tout l'intérêt de l'importance accordée à la délibération et à la construction d'un point de vue commun, qui est indispensable à une démocratie vivante. Or, l'approche populiste tend à squeezer cet aspect-là. Alors, je passe, j'espère que je ne suis pas trop long, hein, je me donne encore un petit quart d'heure. Je vous vois qu'il y a encore un peu d'attention dans la salle, donc j'en profite. Et donc, Alain Caillé, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, il nous redonne une définition de la doctrine néolibérale qui s'est imposée aujourd'hui en 6 points, parce qu'il va beaucoup traiter du néolibéralisme pour en développer une critique radicale. Et en fait, pour lui, on ne comprend rien à l'aspiration populiste d'aujourd'hui si on ne comprend pas la crise très profonde dans laquelle nous plonge le néolibéralisme. Alors, pas seulement comme principe de politique économique, attention, mais aussi comme véritable régime anthropologique, comme type de société. Un type de société qui va, en tendance bien sûr, hein, on n'est pas encore heureusement complètement versé dans ce qu'il appelle ce totalitarisme à l'envers, mais qui va isoler les individus et les plonger dans une panique identitaire qui va les pousser à faire appel à ces sentiments de ressentiment, etc. Alors, 6 points. D'abord, l'avidité et la soif de profit sont une bonne chose. Deuxièmement, et ça c'est une formule de Margaret Thatcher, la société n'existe pas. Il n'existe que des individus. Troisièmement, il y a un ruissellement naturel des richesses. Les riches ont raison de chercher à s'enrichir puisque le peuple va en profiter. La démonstration en est faite. Donc pas besoin d'État redistributeur des richesses en particulier. Quatrièmement, le marché libre est le meilleur mode de coordination entre les sujets humains. Donc l'horizon, c'est la marchandisation du monde. Cinquièmement, il n'y a pas de limite à l'expression de la volonté humaine, de toute puissance, sur toute chose. Et sixièmement, là encore c'est Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative à cette vision du monde. Ce qui est effectivement terrible parce que c'est la fin de la politique. Si c'est la seule vision possible du monde, et c'est là-dessus qu'insistent beaucoup les théoriciens du populisme de gauche, nécessité de restaurer une vision alternative, sinon il n'y a plus de politique. Et s'il n'y a plus de politique, ça conduit effectivement au fascisme. Plus de démocratie, plus de politique, plus d'espace commun de délibération, d'affrontement sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. C'est ça la politique. La politique, c'est la capacité à discuter et à choisir à partir d'opinions contradictoires sur plein de choses. À partir du moment où on évacue cette capacité à discuter dans un espace commun, et là il y a un énorme problème aujourd'hui d'absence d'espace commun, on pourra en parler avec la question des réseaux sociaux, etc. Mais c'est quand même assez fabuleux quand on a connu la vie politique dans les années 80-90 encore, de voir l'impossibilité du débat. C'est-à-dire qu'on est dans un registre très souvent de l'insulte où l'adversaire est un ennemi et plus un adversaire avec lequel on discute. Il n'y a plus d'espace commun d'opposition, de confrontation, de délibération. Il n'y a donc plus de politique dans ce sens-là. Et c'est terrible comme danger. Alors, ces 6 points qui définissent l'horizon néolibéral, chacune de ces propositions prises en soi est absolument fausse, mais elle semble condenser une aspiration démocratique contemporaine tout en rendant sa satisfaction impossible. Et il est vrai que pendant un certain temps, on va dire chez nous, dans les années 50, 60, 70, jusqu'au tournant des années 80, le modèle de la démocratie représentative classique, qui reconnaissait la légitimité du conflit entre les classes, notamment, entre classes dominées et dominantes, et reconnaissait l'existence d'un écart structurel entre égalité de droit et inégalité de fait, avec un certain consensus sur le fait qu'il fallait tendre à réduire les inégalités de position.
les inégalités de fait. Alors, les 3 points que je vais retenir dans le petit livre d'Alain Caillé, c'est, comme je disais tout de suite à l'instant, la nécessité de revenir sur la notion de totalitarisme qui a marqué le XXe siècle, la définition du néolibéralisme comme un totalitarisme à l'envers, porteur de glissement vers les régimes autoritaires, et son hypothèse fondamentale, sur laquelle il revient en conclusion avec des interprétations psychosociologiques, à mon avis, très intéressantes, sur le rôle central des sentiments d'humiliation et de non-reconnaissance et de panique identitaire dans la poussée des régimes d'extrême droite. Alors, le totalitarisme, il a cette formule que je trouve aussi très juste. On n'a pas fait le tour de la question. Ni les intellectuels, ni les politiques, et peut-être qu'il faut sans arrêt revenir à la réflexion sur ce qui s'est passé au XXe siècle, ce qui s'est passé d'ailleurs qui commence avec la Première Guerre mondiale, qui est ce phénomène dont André a rappelé qu'il s'était agi d'une brutalisation des rapports sociaux, une brutalisation des sociétés et des individus terrible, et qui a donné en germe ce qui s'est passé ensuite, notamment le fascisme et le nazisme. Aussi longtemps que nous n'aurons pas compris ce qui a poussé les peuples russes, italiens, allemands et d'autres à basculer dans les massacres de masse, nous n'aurons à peu près rien compris des ressorts profonds de l'histoire. Et je pense que la question est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui pousse les peuples au massacre de masse? On a des exemples tellement quotidiens aujourd'hui dans l'actualité qu'on ne peut pas contourner cette question. Donc il s'agit d'abord de distinguer entre dictature et régime totalitaire. La dictature ne poursuit que ses opposants. Le second, le régime totalitaire, n'hésite pas à exterminer les catégories entières de population. Donc c'est la question des génocides. Catégories entières de la population qui ne menacent pas le pouvoir. Voilà une belle différence dans la définition de ce qui oppose, ce qui distingue une simple dictature, et Dieu sait s'il y en a, de la dérive totalitaire, c'est-à-dire qu'on commence à exterminer les gens qui ne menacent pas le régime. Les Ouïghours, par exemple, en Chine aujourd'hui. Oui, je vais parler plus fort parce que je dois commencer peut-être à fatiguer un peu. Dans la mesure où il exacerbe et porte à l'incandescence un des pôles de l'idéal démocratique. Et c'est quoi ce pôle? C'est l'égalité pour le stalinisme, la liberté collective, celle d'un peuple fantasmé comme pur, dans les cas du nazisme et du fascisme. C'est un sous-produit, donc dans cette mesure-là, le totalitarisme, de la révolution démocratique, puisque un des pôles de revendication démocratique, c'est l'égalité, par rapport à l'ancien régime, qui ne posait pas la question de l'égalité. L'ancien régime considère que l'inégalité naturelle fonde le régime politique, et donc il n'y a pas à revendiquer un autre horizon que l'horizon aristocratique. Alors que les dictatures se moquent de la démocratie, se moquent de l'horizon égalitaire. Au mieux, la dictature essaye de respecter les formes démocratiques. Pour Caillé, le totalitarisme, c'est un désir de simplification radicale, la référence à un grand savoir en surplomb, énoncé par un leader charismatique, tout-puissant et tout-sachant. Il n'y a pas le choix, il faut croire en l'absolue vérité du grand savoir, d'où un système de surveillance et de délation généralisée. Le collectif indivisé, indivisible est tout, l'individu n'est rien. Et c'est le grand théoricien aussi du totalitarisme, Claude Lefort, qui disait qu'au plus profond de la dynamique totalitaire, il y a le refus de la division sociale, l'aspiration à refaire corps collectif, ce corps collectif qui aurait été rompu par l'invention démocratique et son acceptation du conflit, de la division, des conflits, de la division.
Alors, l'idée de Caillé, c'est que si on regarde l'histoire du XXe siècle, bon, il y a eu une parenthèse quand même un peu enchantée, on va dire, avec le recul, suite à la mise à bas des régimes, en tous les cas totalitaires, fascistes et nazis, et un certain nombre de mesures, à commencer par les mesures prises par Roosevelt aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres, puis dans toutes les sociétés occidentales, hein, quelle que soit l'orientation politique droitière ou plus à gauche, un certain nombre de dispositions ont été prises pour faire rentrer le marché à l'intérieur de ses gonds, à l'intérieur de son lit. Avec les années de crise des années 20, 30, le marché était sorti de ses gonds, était sorti des régulations étatiques. Le marché commençait à envahir tout. Et le grand économiste et sociologue Karl Polanyi, dans son grand livre La Grande Transformation, a bien expliqué ça. Le marché a besoin d'être encastré dans des réglementations, dans des régulations sociales, sinon il débouche sur l'aspiration au fascisme, au totalitarisme. Or, ce qui s'était passé, c'était la dérégulation des marchés dans les années 20-30, et heureusement, à partir des années 30 et 50, 60, le marché a été de nouveau régulé, réglementé. Or, qu'est-ce qui se passe depuis les années 80 avec le néolibéralisme? C'est de nouveau une période de déréglementation, accentuée par la mondialisation. Donc on assiste à l'hégémonie d'un capitalisme devenu spéculatif et rentier. Et c'est ce régime économique qui est à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi un régime bâti sur le modèle de l'individualisme néolibéral, hein, qui fait la promotion centrale à la fois du marché et de l'individu libre sur ce marché. C'est le problème devant lequel nous sommes confrontés et qui donne naissance à une sorte de totalitarisme à l'envers. Alors c'est quoi ce totalitarisme à l'envers pour Caillé, qui s'appuie sur un certain nombre d'auteurs qui sont discutables parce que parfois ils poussent le trait un petit peu loin, notamment l'essayiste Jérôme Fourquet, qui a publié la société en archipel, cette idée que on est devant un processus d'émiettement absolu du social, où chaque individu se retrouve seul, hein, tendanciellement seul, et est confronté à, dans sa solitude, à un vécu d'injustice qu'il n'arrive pas à raccorder à une vision collective des victimes de l'injustice. Donc il décrit un paysage, Jérôme Fourquet, et repris par Alain Caillé, dans lequel finalement chacun se sent victime, chacun se sent humilié, et chacun se sent dans l'incapacité de donner un sens collectif, autre que justement l'appel à un leader charismatique ou la désignation de bouc émissaire. Chacun comment dire, je cherche le mot, est enfermé dans son ressentiment et est piégé par ce ressentiment, ce que Spinoza appellerait une passion triste, qui est le ressentiment, la haine, l'insatisfaction, le sentiment d'être humilié, et va chercher une revanche, au moins symbolique, dans la désignation d'un bouc émissaire. C'est le totalitarisme à l'envers d'une société complètement dissoute dans le marché et qui renvoie chaque individu finalement à son propre malheur. Voilà un petit peu la perspective d'Alain Caillé que je trouve intéressante à réfléchir, même si elle mérite beaucoup de discussions et de nuances. Et je vois que j'en arrive à 55 minutes, donc je vais conclure pour vous laisser souffler et poser des questions. Évidemment, il y a quand même des différences entre le totalitarisme à l'envers du néolibéralisme et le totalitarisme à l'endroit des régimes totalitaires classiques. Pour l'instant, pas de massacre de masse, pas de grands savoirs en surplomb, mais plutôt plein de petits savoirs d'experts, de petits savoirs précaires, parcellaires et transitoires. Chacun est producteur de son savoir, finalement. On n'attend pas le savoir et la vérité révélée d'un tout-puissant, comme ça. Il n'y a plus une chaîne d'information descendante qui nous dit la vérité, à partir du leader suprême.
hein, mais une myriade de canaux d'information, avec par exemple 30 000 influenceurs sur les réseaux sociaux en France. Le débat n'est pas franchement interdit, mais il est rendu impossible, puisque chacun n'entend et n'écoute que ce qui le conforte dans ses propres convictions. Et là, je pense que c'est très fort comme constat, hein, par rapport à la situation démocratique et politique d'un pays comme le nôtre aujourd'hui. L'essentiel de la surveillance s'exerce de manière totalement décentralisée et invisible. Il y a une surveillance, notamment par les Big Five, hein, les grands réseaux multinationaux du numérique. Vous le savez, hein, comment ils influencent nos comportements de consommateurs, par exemple, ne serait-ce que parce que nous sommes, dans nos actes d'achat quotidiens sur Internet, nous sommes enregistrés, contrôlés et surveillés. Donc vous voyez, il y a quand même, hein, des parentés à faire entre ce totalitarisme d'ici-bas, aujourd'hui, qui vient, et le totalitarisme traditionnel, sans dire absolument que c'est la même chose. Hein. Dire que c'est la même chose, ce serait ne rien comprendre, hein, et se tromper beaucoup. Il n'y a plus de bouc émissaire en masse à exterminer, mais n'importe qui peut devenir le bouc émissaire de n'importe qui. Dans la conclusion de son livre, Alain Caillé donc revient moins sur la question, dit-il, pourquoi ces régimes se maintiennent, hein, au pouvoir, parce que les ressorts du maintien au pouvoir de régimes d'extrême droite ou autoritaires sont assez faciles à connaître, mais comment et pourquoi arrivent-ils au pouvoir? C'est ça la question fondamentale. D'où vient cette ferveur avec laquelle on peut en venir à placer tous ses espoirs, tout son amour même, sur des autocrates? Alors là, il rappelle qu'il y a quand même depuis longtemps des approches psychanalytiques du phénomène. Sigmund Freud, dans Psychologie collective et analyse du moi, montre que pour surmonter son isolement, l'individu pris dans la masse fait disparaître son propre idéal de moi au profit de l'idéal du groupe, incarné par le meneur. D'autres penseurs ont pointé le rôle de la paranoïa. Les tyrans sont tous paranoïaques, et la paranoïa collective du peuple ou d'une grande partie du peuple est très répandue, avec un sentiment de solitude, de médiocrité qui alimente la mégalomanie et l'envie, la suspicion, le sentiment d'être victime d'un complot, le syndrome d'encerclement. Plus près de nous, il y a une philosophe, je ne sais pas si vous la connaissez, Cynthia Fleury, qui a beaucoup travaillé sur le ressentiment. Cette envie haineuse des faibles envers les forts, selon Nietzsche, hein, dans l'inspiration de Nietzsche et de Deleuze, ces philosophes qui prennent appui sur l'existence de mécanismes psychologiques ou psychanalytiques que j'ai déjà évoqués, hein, comme par exemple le ressentiment, la vengeance imaginaire, qui sont des émotions, des passions très très puissantes, à partir desquelles on peut comprendre un certain nombre de dérives très graves de la démocratie. Voilà quelques éléments à partir de ces deux livres que je vous recommande, que j'ai eu quand même pas mal de mal à synthétiser, sur lesquels j'ai été évidemment très schématique, mais vu votre attention pour laquelle je vous remercie très chaleureusement, j'ai l'impression que ça a fait sens quand même un petit peu mon discours. Merci.